Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Performance et Harmonie, réalisé par PHcom dans le studio de Transforma à Bruxelles, avec les techniques de Podcast Factory Org. Le podcast Performance et Harmonie est destiné aux responsables marketing et vente ainsi qu'aux dirigeants de sociétés assumant des fonctions commerciales. Nous vous partageons tous les mois les bonnes expériences en matière de recherche de nouveaux clients pour les entreprises actives en business to business. Vous pouvez retrouver chaque épisode sur le site de phcom.be, PHCOM, et également sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Vous pouvez soutenir ce podcast et favoriser sa visibilité en le partageant avec le plus grand nombre via un like, un comment, un share. Le répondeur est toujours actif pour que vous puissiez nous laisser un message. Nous y répondons avec grand plaisir. Vous pouvez également prendre un rendez-vous directement avec Nadia ou Stéphane en allant sur phcom.be. Bonjour Monsieur Performance. Bonjour Madame Harmonie, comment allez-vous aujourd'hui ? Très bonne question. C'est le sujet, n'est-ce pas ? Ah. Les questions et l'écoute. Oui, tout à fait. L'écoute, ça veut dire effectivement ne pas interrompre son interlocuteur d'abord. Par exemple. Alors, quand on parle d'écoute, il y a un truc, c'est qui questionne dirige. C'est assez étonnant, mais quand on pose des questions, on sait où on va, on sait quelle direction on prend, et c'est nous qui posons les questions. Et c'est celui qui pose les questions qui a la main. Et pourtant, quand on pose une question, on ne sait pas ce que l'autre va nous raconter. Et c'est là où c'est intéressant, c'est de savoir rebondir sur ce que l'autre dit. Donc aujourd'hui, on est un petit peu plus en mode spontané, n'est-ce pas ? C'est ça. En fait, si je comprends bien aussi, pour les bonnes questions, il faut donner, recevoir. C'est un échange. Exactement. Et on reprend ce qu'on disait le mois passé à propos d'une bonne introduction, c'est rentrer en connexion avec l'autre. Donc il faut vraiment rentrer dans son monde, vraiment rentrer dans son univers, dans sa société, mais aussi dans la personne et sa personnalité qui est en face de vous. Ok. En fait, c'est toujours regarder vers l'autre. Avec une idée de se dire qu'est-ce que je peux lui apporter. Et pour ça, il va falloir que je me mette à son diapason. Alors, il y a les petites techniques que vous connaissez probablement. Quel est son cas ? Comment son cas sécurité ? Ce sont ses moteurs d'achat. C'est la sécurité, c'est l'argent, c'est la nouveauté, c'est la commodité, c'est la sécurité, c'est l'orgueil. Et puis à partir de là, une fois qu'on a compris ce qui le motive, ça va faire partie des questions. On va poser des questions pour savoir ce qui le motive, mais aussi on va poser des questions pour savoir comment il fonctionne dans une logique avec un petit modèle qui s'appelle Rami. Est-il plus dans la relation, c'est-à-dire la capacité ou la volonté ou l'intérêt à être en relation avec les autres, ou est-ce qu'il sera plus dans le côté action, je veux faire plein de choses, ou plutôt méthodologique, ou plutôt idée. Voilà. Ça fait partie des questions qu'on va poser, ou les raisons pour lesquelles on va poser ces questions, c'est pour essayer de comprendre l'autre personne aussi, et pas seulement comprendre l'autre entreprise. Il faut donc faire quand même un peu preuve de psychologie, lire entre les lignes, entendre les mots et en déduire les motivations. Bon, des bonnes questions, ok. Et l'écoute ? L'écoute, elle est là. C'est effectivement poser ces questions, c'est-à-dire techniquement, on a des compétences pour poser des questions, mais c'est surtout une question d'attitude, je m'intéresse à l'autre. Alors, pourquoi est-ce qu'on pose des questions finalement ? 1, pour s'informer. 2, pour approfondir. 3, pour orienter. Donc 1, s'informer. Alors on s'informe sur quoi ? Comme je disais, on s'informe sur l'entreprise, on s'informe sur la personne pour comprendre quel est son profil. 2, on approfondit pour savoir finalement quels seront les arguments les plus porteurs. Comprendre, faire comprendre, réfléchir, faire réfléchir. Et le troisièmement, c'est le côté orientation, c'est essayer d'identifier ou laisser plutôt la place à la réflexion de ton interlocuteur. Ça veut dire qu'en fait, tu poses des questions et ça le fait réfléchir. À partir du moment où il réfléchit, eh bien, il va construire avec toi. Ah, ok. Et donc, dans la phase d'écoute active, les questions doivent permettre d'être des relais, donc passer d'un sujet à un autre. Par exemple, comme question, dans quel domaine exercez-vous ? Des miroirs ? Reposer la même question afin d'approfondir. Que voulez-vous dire par cher ? Combien êtes-vous prêt à donner ? Oui, tout à fait. Mais tu vois, ça peut aussi être des retours. Tu réponds à une question par la même question. Tu dis « et ça se vend bien ?» Oui, ça se vend bien. Et vous, qu'en pensez-vous ? Ça peut aussi être tout simplement du contrôle. Au fait, pour vous, c'est bien cela, par exemple. Oui, comme le ricochet. Moi, je le fais souvent. Ah bon ? Ça marche, effectivement. Donc, on disait d'aller s'informer. Donc, montrer l'intérêt, c'est au fait, quand pouvez-vous commencer à vendre votre produit ou votre service ?
Oui, et puis le recentrage. Parfois, certaines personnes parlent beaucoup, il faut revenir au sujet. Donc, vous me disiez que... Ou alors simplement faire écho. Technique reformulation classique, hein, c'est ah, donc dites votre société elle fonctionne comme ça, dit oui elle fonctionne comme ça, et simplement, et il continue. Des reformulations, déductions, avancer dans la proposition, répéter, et donc cela vous permettra de bien être certain de vous être compris, que votre communication ensemble, vous parlez du même sujet, c'est très important. Exactement. Donc le but c'est évidemment pas que ce soit un interrogatoire. Oui. Questionner, ça va toujours être perçu positivement en fait si on s'intéresse vraiment, 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 franchement à l'autre. Qu'en est-il des questions qui peuvent entraîner un refus? Quand on pose des questions, souvent on a tendance à être un petit peu pas à l'aise. Donc qu'est-ce qu'on fait? On pose une question, suivie d'une autre question, suivie d'une autre question. Et en fait, vous mettez 3 questions les unes à la suite des autres. Ton interlocuteur, il ne sait plus quoi. Et donc ça crée de la confusion. Et en même temps, en fait, ça risque de forcer les compétences que nous sommes supposés avoir. Alors, il y a des questions aussi type enquête étudiant, hein, ça c'est la mort, ça c'est bonjour je vous appelle pour, et puis première question, deuxième question, troisième question, et il n'y a aucun lien entre les unes et les autres. Bref, il n'y a pas de conversation, il n'y a pas de connexion, et ça va dans un seul sens. Il y a aussi les questions qui amènent des doutes, et ça c'est ce qu'il faut toujours éviter, il faut toujours être très clair, très net, très précis dans ces questions. Donc, c'est bien de préparer ces questions, ces bonnes questions à l'avance dans un script. Alors oui, savoir quels sont les sujets qu'il faut aborder, anticiper, lister toutes ces questions pour les poser mécaniquement, laisser ça à un étudiant. Mais par contre, intéressez-vous vraiment à la personne. Par contre, ce qui va contribuer à la vente, ce sont les bonnes questions, c'est-à-dire, et on a fait de multiples workshops, un travail sur ce sujet, et il en ressort en fait 6 modes de questionnement clés qui contribuent à la vente. Alors, premièrement, la question n'est pas gratuite, c'est-à-dire qu'elle justifiera un argument ultérieur. Deuxièmement, la question porte sur quelque chose qu'on n'est pas supposé savoir. Et vice-versa, hein, c'est-à-dire qu'on soulève des sujets auxquels l'interlocuteur n'avait pas pensé et qui sont pourtant essentiels pour lui. Alors, troisième élément d'une bonne question, ça entraîne un effet, un intérêt, une implication. Donc il en découle quelque chose pour ton interlocuteur. Et ça amène tout de suite le quatrième point, c'est la réflexion. Tu ouvres sa réflexion. Tu lui donnes envie d'en savoir plus. Et finalement, tu anticipes tous les pièges possibles. Ce sont les assurances vie dont on parlera encore après. Donc, si je comprends bien, il faut quand même respecter certaines règles et formes. Alors oui, ça aussi, c'est très important. Une bonne question est introduite, c'est-à-dire qu'elle vient dans un contexte. Comme on parlait tout à l'heure du questionnaire des étudiants, bien une bonne question, elle est introduite et elle est en lien avec ce qui vient de se dire. Une bonne question termine par un point d'interrogation. Ça veut dire qu'on s'arrête. Point. Et on laisse l'autre parler. Une seule question à la fois, s'il vous plaît. Alors, autre espace, c'est l'espace du temps que l'on donne à l'autre. Laisse-lui la place. S'il a envie de parler, il parle. Et c'est tant mieux parce qu'on va prendre plein d'informations. Alors, une bonne question en matière de forme, elle n'est certainement pas contraignante, c'est-à-dire qu'elle ne va pas mettre l'autre dans une situation qui se sent bloquée. Elle indique l'orientation de la conversation. On en a parlé tout à l'heure, une bonne question oriente la conversation. Et elle est clairement aussi en lien avec la suite des événements. Elle est dans une continuité, elle est dans la logique. Ça veut dire qu'en fait, ma question suivante sera en lien avec ma précédente, évidemment. En résumé, ce sont quand même beaucoup des questions ouvertes. Alors oui et non. Donc il y a les 3 fameux types de questions que vous connaissez tous, la question ouverte, la question fermée, et puis les questions alternatives. Et peut-être revoyons ensemble, c'est quoi une bonne question ouverte. Alors une petite technique, c'est le POC. Tu connais le POC, Nadia? Oui, POCCQQQ. Pourquoi? Où? Comment? Combien? Qui? Quoi? Quand? Très utile parce que quand on commence une question avec ces adverbes, on ouvre le dialogue. On le fait parler, on lui offre la possibilité de donner son opinion, on identifie ses motivations, on identifie ses freins, on identifie ses besoins, on le met en valeur, on lui demande son avis, on lui laisse le soin d'orienter l'entretien. En fait, j'utilise ça tout le temps quand je m'intéresse à l'autre. Attention, parce que quand on pose des questions ouvertes, le risque, c'est de ne pas trop savoir où on va. On n'aura pas une réponse oui, non, mais par contre, ça permet vraiment d'impliquer la personne pour qu'elle se dévoile. Ça lui donne du
temps de se positionner et par contre, il faut qu'elle soit bien précise, qu'elle soit bien introduite, sans quoi l'interlocuteur se sentira mal à l'aise. Et il pourrait même devenir agressif. Tu as quelques exemples? Que pensez-vous du marché économique actuel? Qu'attendez-vous de cette réunion? Quand tu poses cette question au début d'une réunion, c'est une catastrophe. Parce qu'elle n'est pas cadrée, tu n'as pas encore donné un sens. Quelles sont vos priorités? De nouveau, si tu poses la question « Quelles sont vos priorités ?» c'est magnifique comme question, mais tu dois la poser au bon moment. Donc, bien cadrer ces questions ouvertes. Alors, à côté de ça, il y a les questions fermées. Et c'est spontané, c'est naturel. Quand vous faites des exercices à poser les questions à propos d'un sujet bien précis, par exemple, développement commercial. Quelles sont les premières questions qui viennent en tête? Est-ce que vous pouvez vous développer? Oui, non. C'est une question fermée, c'est un peu faible. Par contre, il y a des utilités. Et là, j'imagine que tu vois très bien quelles sont les utilités d'une question fermée. À amener le client à répondre oui ou non. Ça, c'est la base. Oui. Permet de savoir et de vérifier. Fixer un accord sur des points précis. Par exemple, êtes-vous disponible le? Le client devient demandeur. Permet de poser d'autres questions. Oui, effectivement, parce qu'en fait, si tu valides, tiens, on peut parler de ce sujet-là? Oui, bien. Comment fonctionnez-vous précisément? Voilà, ça, ce sont ça vient assez automatiquement. Donc, une question fermée peut être l'introduction à une question ouverte. Alors, pas trop de questions fermées au début ou en fin d'entretien. C'est surtout des questions de contrôle. Ce sont des questions qui peuvent parfois paraître brutales, donnent peu d'infos, mais qui cadrent bien, mais qui canalisent directement la discussion. Les questions alternatives, c'est le troisième type de questions qui ont aussi leur utilité. Donc c'est par exemple, est-ce qu'on se voit jeudi ou vendredi? Est-ce que vous préférez le premier ou le second? Est-ce que vous préférez le blanc ou le rouge? Alors, ça oriente clairement le choix du répondant, ça guide le client vers la solution, ça donne l'impression de libre choix, ça facilite une décision, ça permet aussi de maîtriser l'entretien, mais faisons quand même attention à ne pas être trop systématique sur le sujet. Il y a encore quelques questions types qui sont intéressantes à retenir. Dans les techniques de questionnement, c'est les questions qui vont faire émerger un besoin quand il n'y en a pas a priori. Alors j'entends beaucoup de mes clients qui reviennent et disent « Oui, il n'a pas de besoin ». D'accord, est-ce que tu as posé ces questions-là? Exemple. C'est ce qu'on appelle les questions spin en fait. C'est quelle est la situation? Est-ce qu'on a bien compris la situation? Et ça se fait à travers des questions ouvertes. Au fait, cette situation-là, quel est le problème que cela crée? Et donc, à partir de là, quelle est l'implication de ton interlocuteur? Est-ce qu'il est concerné? Est-ce qu'il est impliqué? Qu'est-ce que ça lui fait comme effet? Et finalement, quel est le retour sur l'investissement qu'il pourrait faire s'il faisait quelque chose? Donc pourquoi est-ce qu'on dit spin? Parce qu'on analyse 1. La situation, 2. Le problème, 3. L'implication, 4. Le need of payoff, ça vient de l'anglais évidemment, c'est le besoin de retour sur investissement. À propos du spin, je disais, en fait, c'est très intéressant de l'utiliser lorsqu'on a justement eu un refus, de vérifier si on a bien passé par ces filtres-là. Tout à fait. Revenir sur la situation du client et les problèmes que ça génère. Je ne connais personne qui est 100% satisfait de ce qu'il a. Alors, il y a une dernière type de question, les assurances vie. Et ça, je sais que toi, tu es forte là-dedans. Je les aime bien et je les ai appris chez PH comme d'ailleurs. Certaines questions permettent d'éviter de rater une vente. Ces assurances vie sont basées sur des objections que nous avons reçues par le passé, contre lesquelles plus rien n'est possible de faire. Si le prospect vous dit en fin d'entretien « Je n'ai plus de budget pour cette année, je ne suis pas le seul à décider, je dois m'en référer à monsieur un tel, je n'ai pas le temps, le délai est trop court », vous ne pouvez vendre. Si vous posez des questions concernant ces sujets durant l'entretien, vous saurez exactement dans quel jeu vous jouez. Exactement. C'est assez fascinant, comme si vous posez une question au début d'entretien, exemple, mais au fait, si on vous apporte des nouveaux clients, vous pouvez les traiter là tout de suite. Oui, tout à fait, je ne demande que ça. Et puis, si vous n'avez pas posé la question en fin d'entretien, comme il y a quand même toujours un peu de peur à acheter quelque chose de nouveau, n'est-ce pas? Eh bien, qu'est-ce qui se passe à la fin? Mais vous savez, c'est pas possible aujourd'hui d'avoir des nouveaux clients. Ça, c'est la magnifique porte de sortie. Et donc, toutes ces portes de sortie que vous avez pu identifier auprès des gens que vous avez rencontrés, toutes les raisons qui ont été données par ces prospects qui n'ont pas voulu signer avec vous, et on signe rarement 100% de ces prospects, donc il y a toujours de la matière à aller traiter, intégrer les bonnes ou mauvaises raisons, mais intégrer ces raisons dans votre questionnement. Et ça, c'est la clé de l'écoute, ça, c'est la clé du questionnement, et c'est ce qui vous permettra d'effectivement pouvoir faire une argumentation dans de bonnes conditions. Donc
toutes les bonnes raisons que le client vous a données pour ne pas acheter, intégrez-les. Et c'est à partir du moment où on a compris ce que l'autre veut, que l'on sait comment on va lui présenter notre offre, qu'on peut enfin passer à l'étape suivante. Et n'hésitez pas à reposer des questions pour être certain que vous êtes devant la vraie objection. Alors, tu parlais de quelque chose de très très important. Dans le questionnement, c'est pas tout d'avoir les techniques, c'est d'avoir l'attitude. Cette attitude, c'est l'écoute active. Et ça vaudrait la peine de faire un podcast rien que là-dessus, il me semble. Je suis tout à ton écoute. Quels sont les points clés qu'on découvrira dans l'écoute active ? La synchronisation, l'empathie, être vraiment à l'écoute, ne pas préparer ses réponses. Enfin, ce sont tous des sujets vastes en fait sur l'écoute active qu'on connaît très peu. Et c'est pour ça qu'on se fera un grand plaisir de s'étendre là-dessus prochainement. Merci Madame Harmonie. Au plaisir.